Merci, d'être venu, à ce webinaire, en fait, qui va parler de la qualité des résumés de passage aux urgences. On entend beaucoup parler, des RPU, notamment, comme vous le savez, sur, la nouvelle réglementation et le nouveau financement des services d'urgence passe, par le résumé de passage aux urgences, notamment sur la dotation populationnelle, mais pas que, également sur la partie qualité. Du coup, c'est, l'outil qui a été choisi au niveau de la DGOS pour, faire ces répartitions financières, au niveau, des services d'urgence. Donc, cette présentation, ben, elle est de Urjara, l'Observatoire régional des urgences et notre partenaire, du G16 Sahara. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Abdeslam Redjaline et je suis médecin urgentiste à l'hôpital, de Firminy dans la Loire et je coordonne le G16 Urjara et l'Observatoire régional des urgences. Vont m'accompagner durant cette présentation, le docteur Patrice Serre, qui est, le coordinateur adjoint de l'Observatoire régional des urgences, de la région et Hervé Pernet qui est, lui, chef de projet sur les résumés de passage aux urgences au niveau du GCS Sahara et qui lui gère plutôt la partie informatique et le concentrateur régional. Sera absente Julie Fressange qui est également, coordinatrice adjointe de l'Observatoire régional des urgences. Voilà, je n'oublie personne, donc je laisse la parole, à Patrice et à Hervé. N'hésitez pas à nous interrompre en posant des questions via le chat. On les relayera et on vous donnera la parole, dès que possible. J'éveille, aux questions et j'essaierai de modérer cette séance. Merci à tous. Merci Abdès. Du coup, pour les questions, après avoir, on pourra peut-être effectivement faire du petit temps. La présentation va se dérouler sur plusieurs thématiques que vous avez dû voir dans le programme qui était déroulé. On va présenter un petit peu le concept de la qualité. Hervé Pernet fera une présentation du coup du module qualité qui est accessible sur eServo. Après, il y aura un temps de présentation sur les différentes nouveautés qui ont été déployées au niveau de l'ORU dans les rapports que vous recevrez, les différentes retours d'intervention. Et un dernier temps sur la présentation de l'évolution des RPU. Et on essaiera après chaque séquence de faire un petit temps de pause pour récupérer les questions à ce moment-là. Bien entendu, s'il y a un souci, des choses que vous ne comprenez pas, il ne faut pas se hésiter à nous interrompre, lever la main sur le logiciel, mettre un mot sur le chat et on pourra préciser les choses. Voilà, donc on va attaquer du coup sur la qualité des RPU. Du coup, normalement, vous avez, si le timing a été bon, reçu, le triptyque que nous avons travaillé avec les collègues du GCS Sarah sur les infos de qualité des données qui vous présentent un petit peu ce qu'on va expliquer là sur qu'est-ce que la qualité des données, comment on la mesure, comment on l'analyse et comment vous pouvez récupérer, vous, de votre côté, les informations sur les qualités des données de vos établissements via le module e-cerveau. Si vous ne l'avez pas reçu, ça devrait bientôt arriver. C'est parti début de semaine dernière, donc normalement, ça devrait quand même être arrivé ou proche d'arriver dans vos établissements. Et c'est accessible sur le site internet d'Urgara. Donc du coup, la qualité des données, on va vous expliquer un petit peu comment on évalue ces qualités des RPE que vous nous transmettez. Il y a 2 choses qui sont évaluées, c'est la notion d'exhaustivité et la notion de conformité. Donc l'exhaustivité, donc c'est effectivement la complétude de la donnée, c'est-à-dire effectivement sur les variables des RPU, donc c'est donc vous êtes au courant, bon, enfin rappel, il y a 18 variables qui sont transmises au niveau des RPU par les établissements via vos logiciels. Et donc, au niveau de chaque variable, l'exhaustivité, c'est le nombre de fois où le champ est rempli dans la variable sur le nombre total de RPU. Vous envoyez 100 RPU, on attend 100 fois la variable diagnostic, 100 fois la variable motif de recours. Donc l'exhaustivité, c'est le nombre de données remontées sur les RPU. Et au-delà de l'exhaustivité, se pose la question de la conformité, c'est-à-dire être sûr que la donnée que vous remontez, elle est conforme à ce qu'attend le RPU. Que ce soit un code, un champ texte ou quoi que ce soit, vérifier que le concentrateur, quand il récupère l'information, soit en capacité de traiter l'information. Donc ça, c'est les critères qui sont fixés effectivement par la FEDORU, la Fédération des ORU, accessible sur leur site, effectivement. Donc voilà, c'est le nombre de valeurs reçues et valides sur le nombre total de valeurs reçues pour le champ. Donc effectivement, ce qu'on attend, c'est l'exhaustivité qui correspond à la capacité de votre logiciel de pousser les informations et la conformité, c'est-à-dire que les informations qui remontent de vos logiciels soient interprétées correctement et qu'on puisse traiter la donnée et vous faire un retour après sur ces informations-là. Donc là, il y a des exemples de ce qu'il en est. C'est ce que vous trouverez sur le rapport que va vous présenter Hervé, sur les données de eServo. Vous avez un radar où sont représentés,
les 18 valeurs. Hop, il faudrait que je puisse. Je suis en train de voir, mais non, je peux malheureusement, j'ai pas vu pour activer de pointeur, donc vous voyez malheureusement pas ce que bon, sur le tableau du dessus, voilà, vous voyez qu'il y a les 18 champs que doivent remonter les RPU. Donc là, on a pris un des établissements. On voit ta souris, Vous voyez ma Patrice, souris? on voit Eh ta ben, souris, hein, parfait. donc. J'étais pas sûr. Les joies du Teams en ligne où effectivement c'est pas ce qui est transmis. Je ferai gaffe du coup à ce que je fais avec ma souris sur l'écran. Du coup, vous avez les 18 valeurs et donc on voit effectivement, donc sur un radar et le nombre de fois où les valeurs remontent, donc là, c'est l'exhaustivité, donc le nombre de fois où la donnée, le champ du RPU est rempli. Donc on voit effectivement que, sur les transports, on est à 100, que ce soit transport, prise en charge, transport, un peu moins sur la provenance et qu'effectivement, il y a, a priori, sur cet établissement, un gros très peu de remontées de diagnostic associées, ça peut être entendu, très, très peu d'actes et quelques horaires qui ont du mal à remonter et cetera. Donc ça, c'est les données en termes d'exhaustivité. Donc la variable contient une donnée et la conformité, c'est est-ce que cette donnée est interprétable? Et là, effectivement, que sur les transports pris en charge qui étaient plutôt bien remplis, c'est-à-dire à 100, et ben effectivement, on est proche de zéro. Donc effectivement, les données ne sont pas interprétables parce qu'a priori, les données qui remontent sont erronées et ne correspondent pas à ce qui est rempli dans ce qui est censé remonter la variable en termes de code ou de valeur. Donc voilà, ça te permet de voir un petit peu où se situe le problème. Est-ce que vous avez des données qui ne remontent pas ou est-ce que c'est un problème de base de données, de traduction de vos logiciels qui ne remontent pas une donnée valable? Donc voilà, ça permet effectivement de faire un peu la part des différents endroits sur qu'est-ce qui marche ou marche pas bien dans votre donnée pour voir ce qu'il en est. Donc là, effectivement, qu'il y a 16 des données qui sont conformes, 83 qui sont erronées et 1 qui sont incohérentes parce qu'effectivement, le logiciel vérifie effectivement aussi la cohérence des données. C'est-à-dire que si vous êtes censé arriver par vos propres moyens, c'est pas un VSAV. Pour les sorties, si vous rentrez à domicile, vous n'êtes pas censé être hospitalisé en chirurgie, et cetera. Donc le logiciel vérifie effectivement la cohérence des données que vous remontez. Voilà, donc je sais pas si vous avez des questions, hein, c'est vraiment une définition relativement simplexe et je vais donner la main du coup à Hervé qui va vous présenter, un petit peu en ligne le module qualité accessible sur la plateforme iServo. Tout à Juste, fait. si vous avez des Ouais. questions sur cette partie, vous pouvez lever la main et je vous donne la parole dans la foulée. Sinon, on enchaînera sur le module qualité. Je ne vois pas de main levée, pas de questions, donc on peut enchaîner, Hervé, sur la présentation du module qualité. Merci. Ok, donc je prends la main. Donc déjà, bonjour à tous. Et donc moi, je vais vous présenter, je vais prendre le partage, Patrice. Donc je vais vous présenter donc le module qualité. Comment déjà on y accède? Donc le module qualité, c'est un module qui a été développé et mis à disposition donc, dans le portail iServo. Portail iServo qui permet de consulter un certain nombre d'informations basées donc sur les RPU notamment. Et qui est accessible à tout le monde à partir du moment où on a un compte derrière le portail professionnel de santé. Donc la page d'accueil est accessible au grand public. Néanmoins, toutes les informations qu'on retrouve par la suite derrière sont accessibles, donc, comme je viens de le dire, via le portail professionnel de santé Rhône-Alpes. À partir du moment où donc, on essaie d'accéder au module qualité RPU ou à un des modules de iServo, pour se connecter, on va être redirigé automatiquement sur le portail professionnel de santé. On renseigne un login mot de passe. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire la démarche pour demander une création de compte. Mes collègues se chargeront de vous créer un compte. À partir du moment après vous en avez un, vous pouvez accéder à iServo et à l'ensemble des données qui se trouvent derrière. Donc là, je m'authentifie. Juste Oui, sur le vas-y. module authentification, en fait, une petite précision. Un certain nombre de centres dans notre région n'ont pas besoin de passer Ouais. par une demande de mot de passe puisqu'ils ont Enfin, je vais peut-être te laisser le Ouais, décrire d'ailleurs, bien Hervé. sûr. Tu fais bien en fait. Je suis allé rapidement parce qu'effectivement, on avait déjà présenté cet accès auparavant. Alors, je vais me désauthentifier pour vous parler en fait du principe de ce que tu viens d'énoncer, Abdes. Donc effectivement, c'est ce dont on parlait Abdes, donc c'est un accès par compte local, c'est-à-dire que les établissements pour lesquels il est possible d'accéder avec vos comptes locaux via vos systèmes d'information, vous pouvez mettre vos logins mots de passe de vos organisations et vous accéderez automatiquement à iServo sans passer par une demande de création de compte si vous n'avez pas de compte sur le portail. C'est ce qu'on appelle donc l'accès par compte local ou porte 5 pour ceux qui connaissent. Et à partir de ce moment-là, en fait, on peut voir en fait les établissements qui ont mis en place ce mode d'accès. Et donc après, à partir du moment où vous sélectionnez donc votre établissement, vous pouvez vous connecter via vos comptes locaux de vos établissements.
Voilà, tu fais bien de préciser Abdes parce que ça peut peut-être simplifier aussi les accès à iServo après par la suite. Donc, je recommence mon process d'authentification, moi, par login mot de passe me concernant. Hop. Et donc, à partir du moment où donc, je suis connecté, donc je reviens sur iServo et donc là, je vois que j'ai accès maintenant à un menu auquel je n'avais pas accès auparavant. Et donc, ça veut dire que je suis bien authentifié, que je peux accéder après aux pages qu'on retrouve derrière. L'objectif aujourd'hui de la présentation, c'est de présenter donc le module qualité. On peut voir aussi qu'on a d'autres modules accessibles, notamment HET, un module qui permet de suivre certains autres indicateurs, etc. Mais ce n'est pas l'objet de notre présentation aujourd'hui. Donc, pour accéder au module qualité, donc soit on passe par le menu à gauche, donc données des urgences qualité, ou on peut cliquer directement depuis la page d'accueil sur le graphe qui permet d'accéder à l'application qualité. L'application qualité, elle est soumise à une autorisation et il faut qu'on vous ouvre les droits. Donc, si vous n'avez pas de droit encore d'ouvert, vous allez arriver donc sur une page d'un formulaire à renseigner que je vous présente actuellement, où on vous demande simplement votre nom, votre prénom, votre adresse mail et l'établissement auquel vous appartenez. Donc, je les renseigne rapidement. Là, je vais mettre CHU Grenoble. Vous envoyez votre demande. À partir de ce moment-là, nous, donc la demande est bien partie. On reçoit un mail. Dans la foulée, on vous active vos accès. Donc là, je vais faire comme si j'activais donc mes accès pour mon compte. Je vous demande une seconde. Hop. Et donc là, je viens d'activer vos accès. Vous allez recevoir un mail de confirmation comme quoi vos droits pour accéder à l'application qualité ont été ouverts. À partir du moment où vous réaccéderez donc à la page qualité, RPU qualité, vous aurez automatiquement accès à l'application. Donc en première page, on retrouve un certain nombre de filtres qui s'enchaînent les uns après les autres. Tout d'abord, on vous demande à quel niveau vous voulez visualiser la donnée. Le choix a été fait en Auvergne-Rhône-Alpes d'autoriser tout le monde à voir tout, au même titre que dans HET, par exemple, dans notre module qu'on retrouve dans Cerveau. Tout le monde voit tout. Donc là, vous pouvez voir les données au niveau régional, des nouveaux agrégés au niveau régional, pardon, les données au niveau départemental ou faire un focus sur un établissement particulier. Donc là, pour la démo, je vous présente un établissement. Ensuite, donc, si vous sélectionnez un établissement, on vous demande quel établissement vous voulez regarder les données. Je vais prendre le CH d'Annecy. Et ensuite, à quel niveau de données, sur l'échelle temporelle, si vous voulez voir la donnée au niveau annuel, au niveau mensuel, au niveau journalier. Bon, je vais partir sur le mode journalier, sachant que ces 3 filtres, vous pouvez ensuite, dans l'application, les remodifier à envie. Donc là, le temps que ça charge. Là, c'est un peu long. Bon. En attendant le chargement, l'idée de ce module, pour être très clair, c'est très souvent, en fait, les établissements nous demandent quelle est la qualité de leurs données RPU. Et c'est un vrai questionnement. Et l'idée, là, c'est vraiment que vous, en tant qu'établissement, vous puissiez voir quelle est la qualité des données que vous nous transmettez et au travers l'exhaustivité, l'exploitabilité de vos données. Enfin, voilà, ça a chargé, donc je redonne la main Je suis désolé, c'était un peu long. En principe, c'est beaucoup plus rapide. Donc, je sais pas, il y a peut-être des problèmes réseau, je sais pas. Néanmoins, donc, on retrouve les éléments qu'ont présenté le docteur Patrice Serre tout à l'heure. Donc là, je suis sur un établissement. Donc, l'établissement, c'est que j'ai sélectionné auparavant, donc c'est le CH Annecy Genevois, donc pour le site Annecy. Comme je vous expliquais aussi, on peut modifier donc le niveau de vue, soit on fait au niveau régional, départemental, l'établissement, le mode, si on veut regarder au niveau annuel, mensuel, journalier, au niveau de la page de filtre qui est accessible via le bouton en haut à droite de l'application.
Donc là, je vais continuer donc sur cette visualisation-là, c'est-à-dire en mode journalier pour un établissement. Donc là, on peut voir que pour la journée donc, du 17 janvier, donc la journée d'hier, les RPU qui ont été envoyés par le CH d'Annecy, donc il y a eu 222 passages. Donc ça, c'est le premier graphe qu'on affiche ici. Ce graphe change en fonction de si on affiche les données au niveau d'un établissement, au niveau d'un département, au niveau de la région, ou aussi si on affiche les données au niveau mensuel, journalière ou annuel. Donc, il évolue en fonction des filtres que vous avez sélectionnés auparavant. La partie de droite, c'est un résumé donc, sur l'exploitabilité des variables que vous avez transmises dans le RPU. Donc, toujours pour la journée du 17 pour cet établissement-là, il y a 5 familles de qualité de données, on va dire, pour l'ensemble des variables. On considère les variables de très bonne qualité qui sont renseignées à plus de 95%. Et puis, au fur et à mesure qu'on descend dans la qualité, on peut voir quelles sont les variables qui sont plus ou moins bien remplies dans les RPU transmis. Donc là, typiquement, on peut voir qu'il y a 8 variables qui sont considérées comme très bonnes, les variables de naissance, de sexe, date d'entrée, etc. Et puis, on peut voir que les variables qui sont dites moins bonnes sont les diagnostics associés, qui est une variable qui est très peu utilisée parce qu'elle n'est pas forcément obligatoire dans le RPU. Mais bon, voilà, les actes, c'est comme les diagnostics associés. Donc, on peut avoir déjà un focus très rapidement sur les données qui sont bien ou mal remplies dans vos RPU. Si ensuite on continue le déroulé donc, des données qui sont affichées, on arrive sur une analyse de l'activité de l'établissement. Donc là, peu importe qu'on ait fait un affichage au niveau journalier, mensuel ou annuel, on vous raffiche sur une certaine période l'évolution des passages pour l'établissement dans le temps. On peut bien sûr remonter plus en amont pour voir l'évolution dans le temps si nécessaire. Ensuite, là, on fait un focus sur la qualité de durée de passage, qui est un critère aussi important dans l'analyse faite de vos RPU. Donc, c'est savoir si vos dates d'entrée, vos dates de sortie, donc qui sont 2 variables de votre RPU, sont bien renseignées. Et donc là, on peut voir, après on fait un focus sur le temps de passage d'un patient, si c'est inférieur ou égal à 8 heures, si c'est compris entre 8 et 24 heures, etc. Donc là, c'est un petit focus sur la durée de passage aux urgences pour les patients. Et enfin, donc, on va retrouver nos 3 indicateurs, enfin, 3 indicateurs. Patrick vous en a parlé de 2. Je vais vous présenter un 3e qui est issu en fait des 2 premiers. Donc, l'indicateur d'exhaustivité des champs. Donc là, on retrouve notre graphe en araignée où on peut voir rapidement en fait pour toutes les variables qui constituent votre RPU, si elles sont bien rempli. En termes d'exhaustivité, j'entends, si pour 100 passages, vous avez renseigné que 50, je sais pas moi, date de naissance, vous n'aurez que 50% d'exhaustivité des champs renseignés. Donc là, on peut voir rapidement quelles sont les variables qui sont remplies en termes d'exhaustivité, graphiquement à gauche, et à droite, en fait, on a un récapitulatif sous forme tabulaire, sachant que ces données, pour les 3 indicateurs que je vous présente par la suite, là, sont téléchargeables au format CSV en cliquant simplement sur le bouton téléchargement. Ensuite, là, on peut voir aussi de manière un peu plus visuelle dans le tableau celles qui sont bien renseignées, donc qui sont un fond vert, celles qui sont moins bien renseignées sont en bleu et celles qui sont vraiment pas bien renseignées en rouge. Voilà. Ensuite, le 2e indicateur qu'on peut analyser via cette application, donc c'est la conformité des champs, c'est-à-dire qu'un champ ait été envoyé, c'est une chose, mais après, encore faut-il qu'il soit conforme aux attentes. C'est-à-dire que pour la variable naissance, par exemple, on ne peut pas attendre une chaîne de caractères, je sais pas moi, la ville Grenoble, par exemple. C'est vraiment une date, au format date. Donc là, on vérifie la conformité des champs pour dire, voilà, telle variable, elle correspond bien à ce qu'on attendait. Donc là, même forme de présentation, sous forme donc de graphe araignée, et puis après sous forme tabulaire. Et enfin, le dernier indicateur dont n'avait pas forcément parlé Patrice tout à l'heure, c'est l'exploitabilité des champs. Alors c'est un mix en fait entre l'exhaustivité qu'on a vu précédemment et la conformité. Donc là, en fonction des 2 indicateurs précédents, on peut en déduire une exploitabilité des champs en fonction des 2 précédents. Donc voilà, rapidement, je ne vais pas rentrer plus en détail dedans. Et enfin,
le dernier indicateur qu'on peut trouver, c'est des informations sur le contrôle de cohérence des variables, c'est-à-dire lorsqu'il y a des variables qui sont interdépendantes, comme l'a dit tout à l'heure Patrice, par exemple le mode de sortie, la variable mode de sortie et la variable destination doivent correspondre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un mode de sortie en retour à domicile et avoir une destination ou une orientation en hospitalisation. Ça, c'est pas possible. Donc, on contrôle aussi cette cohérence-là entre les variables. Toutes ces informations que je viens de vous présenter, elles sont, vous pouvez les retrouver dans la notice d'utilisation donc de cette application qualité en cliquant simplement sur le bouton. Vous aurez un PDF qui s'ouvrira, qui vous redécrira exactement comment fonctionne ce module, et aussi donc les règles de qualité appliquées pour les calculs de conformité de qualité des variables qui sont tirées donc de la FEDORU, des préconisations de la FEDORU. Vous pouvez aussi également les retrouver via le PDF qui se trouve derrière le bouton règles de qualité. Voilà rapidement. Je vais vous faire aussi un petit focus sur la temporalité des données donc affichées. On peut l'afficher soit au mode journalier par exemple, ou soit on peut afficher aussi une période. En mode journalier, on peut donc prendre 3 jours de données. Si je prends du 15 au 17, voilà, j'affiche les résultats. Vous verrez en fait que l'application va automatiquement s'adapter en fonction du choix qu'on a fait, donc d'afficher sous forme de période. Et donc là, j'aurai les 3 jours que j'ai sélectionnés qui vont s'afficher les uns à côté des autres, et on pourra comparer en fait les données sur ces 3 jours, ou les 3 mois, ou les 3 années, en fonction de ce qu'on aura sélectionné auparavant. Donc voilà ce que je vous disais. Donc là, j'avais sélectionné donc le 15, 16, la période entre le 15 et le 17 janvier. Et on peut voir que le 15 janvier, il y avait eu 226 passages, 199 le 16 et 222, donc comme on a vu tout à l'heure pour le 17. Et sur les indicateurs de cohérence, donc voilà, donc là, on fait une agrégation sur cette période-là. Voilà, donc vous verrez en fait, en jouant avec ces filtres, vous pouvez avoir une vue un peu plus globale sur la qualité des données que vous aurez transmises. Voilà rapidement pour le module qualité. Je ne sais pas si vous avez des questions ou besoin de précision sur son fonctionnement. Moi, j'ai une petite remarque, Hervé. Est-ce que tu peux retourner sur la conformité en bas Oui, et montrer que, comme les autres, c'est un peu interactif et que du coup, en sélectionnant les courbes, on voit où les contrôles de cohérence sont pas forcément très très bons. Sur la, c'est non, pas la cohérence, pardon. Pas cohérence, la contrôle cohérence, de pardon, mais cohérence. contrôle de cohérence, voilà. Ouais, Que quand on sélectionne les trucs de couleur, on voit effectivement les chemins qui marchent ou qui marchent pas, et que du coup, ça permet voilà, d'affiner les données. Entre autres, là, les données vertes sont a priori ce qui est ce qui est cohérent. bon, Et exactement. ce qui est orange n'est pas cohérent, donc vous pouvez mettre le croix dessus, ça permet d'identifier, parce que des fois les courbes se croisent et ça permet de voir effectivement où est votre problème de cohérence sur les données, quoi. Exactement. Alors, je ne sais pas s'il y avait des questions. Non, il n'y avait pas de... Bien, je peux peut-être repasser la main. Pas de questions sur le sujet. Eh bien, enfin, vous l'aurez compris, le module qualité, il a été monté justement pour aider les établissements, ce que je disais tout à l'heure en aparté, à voir quelle est la qualité de le RPU, parce que très souvent, on a l'impression, beaucoup d'établissements ont l'impression que c'est pas toujours qualitatif. Là, ça vous montre vos données, et ce qu'on reçoit, ce qui est transmis à la TIH, et ce qui est utilisé globalement pour faire vos dotations financières. Vous savez que vous avez des modules qualité qui apparaissent à chaque fois, chaque année, sur ces dotations financières, et ça permet aux établissements qui seraient intéressés de voir s'ils sont bien dans les clous ou pas, ou s'ils veulent travailler cette zone-là, de pouvoir un accès assez libre à leurs données et de savoir ce qui nous est transmis et ce qu'on reçoit. C'est vrai que tout est automatisé en fait entre votre logiciel informatique des urgences et nous, notre concentrateur régional. Et à partir de là, c'est ce que nous, on reçoit, qu'on transmet à la TIH, au national, justement. Donc, du coup, ça vous permet de faire des contrôles de cohérence, de voir quelles mesures vous pouvez mettre en place pour avoir une meilleure qualité de vos données. Enfin, voilà, il faut savoir que beaucoup de choses reposent là-dessus aujourd'hui. Donc, c'est important de l'utiliser comme outil, pour les établissements et pour les services d'urgence.
Et pour rebondir sur ce que dit Yeah. Abdel, ça permet aussi dans certains cas de comprendre un petit peu ce que vous voyez apparaître dans les rapports qui vous sont envoyés par le RU, là, les rapports quadrimestriels, où effectivement certains établissements nous alertent en disant: «Mais je comprends pas, je vois pas mes patients en UHCD, je vois pas mes patients» et cetera. Et en fait, quand vous regardez, bah, justement, le module qu'on a regardé juste un instant avec Hervé, c'est-à-dire le contrôle de cohérence, et bon, en fait qu'effectivement, la donnée d'hospitalisation remonte, mais pas la destination. C'est-à-dire qu'effectivement, vous mettez bien que vous hospitalisez des patients, mais la donnée qui vont en UHCD, en chirurgie, en réanimation, ne remonte pas de façon correcte sur vos RPU parce que c'est un problème d'exhaustivité ou de conformité. Et donc, du coup, nous, quand on vous rend les rapports, effectivement, on rend ce qu'on récupère via vos RPU. C'est-à-dire que c'est pas forcément la réalité de votre établissement, mais en tout cas, c'est la réalité de ce que vous transmettez. Donc, au-delà des financements, ça permet aussi de voir effectivement là où potentiellement vos données pêchent un petit peu en qualité, en conformité, et du coup, pouvoir revoir de votre côté avec vos services informatiques, avec vos équipes médicales et paramédicales sur site, sur le remplissage du logiciel pour faire remonter des données correctes. Je vois qu'on a une question, le docteur ou monsieur Rieux, je ne sais pas d'ailleurs. Oui, bonjour, je suis le docteur Rieux, je travaille aux urgences de Benin, dans l'Ardèche. Petite question, est-ce que tous les logiciels retransmettent les bonnes données avec les bons paramètres? Parce que là, bon, personnellement, je n'ai pas analysé en profondeur et je le ferai à la suite de cette présentation. Mais est-ce que si on s'aperçoit que des données remontent pas bien sur le plan de l'exhaustivité, si c'est le logiciel qui remonte mal les informations vers le concentrateur régional, est-ce que c'est déjà arrivé ou est-ce que tous les logiciels qui sont utilisés dans les services d'urgence ont normalement des données qui sont exploitables? Alors je vais répondre parce que moi j'ai le souci sur mon établissement, donc moi je travaille à Bourg-en-Bresse et on a un logiciel d'urgence autorisé, classique, connu, qui donc normalement doit remonter les informations correctement. J'ai une exhaustivité de 100% sur mes motifs de recours, sauf que les motifs de recours remontent sous forme de code et non de champ texte comme attendu. Donc j'ai une conformité à 0%, donc sur l'analyse des données, je n'ai aucun motif de recours qui remonte dans mes rapports. On est en train de bosser dessus avec l'informatique, effectivement, pour voir, où est le bug dans notre logiciel entre la table de concordance qui doit, traduire ce que saisit l'infirmier d'accueil et qui doit remonter dans la bonne case dans le logiciel pour créer le RPE avant de le remonter, au concentrateur. Donc il est vraiment important qu'on s'intéresse tous à ça, puisqu'à terme, c'est Voilà. quand même les finances des établissements qui sont là-dessus. Donc si vraiment il y a des Et puis, problématiques et puis au-delà logicielles, des ça va être extrêmement chronophage quand on voit le temps qu'il faut pour changer un petit paramètre dans le mmh. logiciel qui n'est pas d'une remontée RPU. C'est OK, merci pour votre réponse. Bah, je dirais que pour le pilotage, c'est compliqué. L'avantage, c'est que maintenant, comme ça joue dans les finances, peut-être que les directions seront un peu plus incisives envers les éditeurs pour, corriger les données. Ouais, c'est exactement, c'était ce que Et je on me... a on a on avait prévu effectivement cette année au niveau des 2 GCS, donc le réseau d'urgence et le GCS SARA, de faire un petit peu le point et d'aller contacter les établissements sur lesquels on voit qu'il y a des gros soucis de montée des RPU pour effectivement bosser avec vous et voir comment on peut vous accompagner, pour essayer d'améliorer tout ça. Bah, nous, on a Parce identifié un qu'effectivement, problème. toutes les DSI sont pas hyper impliquées, hyper à l'aise, que des fois les éditeurs font blocage et qu'on peut éventuellement vous rapprocher de collègues qui utilisent le même logiciel et trouver des solutions pour essayer de vous accompagner et améliorer tout ça. Parce que nous, on utilise vos données, donc on a aussi tout intérêt à ce que les données soient qualitatives pour qu'on puisse, nous, de notre côté, piloter les choses, faire des rapports et donner un rendu à peu près correct de ce qui se passe sur le terrain, quoi. Nous, on utilise beaucoup eCerveau et déjà, on s'est aperçu qu'avec nos tableaux en interne et notre activité et nos périodes sous tension, elles correspondent parfois pas forcément au graphique qu'il y a sur eCerveau. Donc, on est déjà en train de travailler là-dessus pour voir comment l'aurore est rempli et où il remonte parce qu'on s'est aperçu que peut-être que notre logiciel, du coup, avait déjà des failles de ce côté-là. Et donc, en vous écoutant, je me demande si aussi il n'y a pas une problématique de ce côté-là. Merci. En fait, faut juste savoir, je vais redonner la parole, je ne sais pas qui a essayé de parler, je m'en excuse. Il faut juste savoir que parfois, un logiciel, il remonte bien les données, une mise à jour, et puis bim, ça fait tomber une partie de la donnée. Et comme tout est automatique, parfois, on ne se rend pas tout de suite compte que la donnée n'est plus remontée. Enfin, nous, on a des systèmes de veille, et notamment Hervé, ici présent, qui a des systèmes de veille. Quand il voit que la donnée ne remonte plus, il alerte tout de suite le service informatique de l'établissement.
Après, sur la partie qualitative, c'est vrai que c'est un travail à faire établissement par établissement. Nous, quand on voit les gros trucs, on n'hésite pas à retourner vers ces établissements et parfois, on ne voit pas tout. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on demande aussi à chacun des établissements d'être vigilant, notamment en mettant, comme vous le disiez, ça rentre dans le financement. Donc, du coup, il y aura d'autant plus de vigilance sur ces outils qui sont des outils utilisés aujourd'hui pour la veille sanitaire, pour plein de choses, pour le financement et qui sont importants dans le paysage. Je redonne la parole à la personne qui voulait parler. Ah, j'ai rêvé alors. Il y avait une question dans la conversation là, sur effectivement l'intérêt d'aller qualifier la qualité des données d'actes et de diagnostics associés dans la mesure où c'est des données qui sont d'une pas obligatoires et puis au niveau des actes ne sont plus facturables, donc n'ont pas d'intérêt. Donc c'est effectivement quelque chose qu'on a relevé. Après, ce module qualité a été développé avec les collègues parisiens, donc on n'a pas complètement la main dessus, mais c'est probablement des choses qui vont être retravaillées. Et je pense qu'on va reparler de ce module qualité sur le compte de l'évolution attendue des RPU, parce que probablement ça sera l'occasion de refaire un petit peu le point et de se reposer la question sur ces éléments-là, parce qu'effectivement, il y a des données qu'on attend effectivement pas à 100 Tout à fait. Ça, c'est clair. Typiquement, les actes, aujourd'hui, comme on a modifié, la DGOS a modifié le système de financement des services d'urgence, il n'y a plus d'actes qui sont cotés dans les services d'urgence, puisque tout est passé sous forme de dotation populationnelle. Donc, du coup, c'est une information qui est très parcellaire et qui remonte très peu, à juste titre, puisque ça, c'est pas très utile. Et le diagnostic associé, ben, on sait tous que c'est une valeur très faible dans nos logiciels et que finalement, si on a un diagnostic principal bien codé, ça suffit déjà bien pour travailler le sujet. Monsieur Rieux, encore. Oui, désolé, je me permets une autre question. Mais allez-y, on est là pour ça. Concernant la dotation populationnelle, il paraît qu'elle est réévaluée et réévaluable. Est-ce que vous savez tous les combien? C'est tous les ans ou plusieurs années? Parce que du coup, les RPU, le temps que ça remonte, que ce soit analysé, est-ce que vous avez cette info-là? Alors, les RPU remontent tous les jours, en fait. Hein. C'est à J-1. Ils ont une consolidation à J+7. Donc, on peut travailler très vite dessus. Quand je dis consolidation, parce que les patients qui rentrent par exemple à 23 heures et qui sortent à 3 heures du matin, bah, ils sont entre deux journées, donc du coup, ils sont transmis le lendemain et pas sur la bonne période. Donc le RPU, globalement, on peut y travailler dessus quasiment en temps réel. Donc du coup, le travail, la dotation populationnelle est réévaluée effectivement chaque année avec une institution qui s'appelle le CRAR, qui est le comité de ressources d'allocation des ressources d'urgence, et qui, elle, va conseiller le DG d'ARS sur cette dotation populationnelle. Donc voilà, chaque région est organisée de la même façon. En fait, ça a été établi comme ça sur cette dotation populationnelle, donc avec une réévaluation chaque année. Ok, merci. De la même façon que chaque année, il y a un module qualité, hein, vous vous rappelez, sur le financement des services d'urgence. Et ce module qualité, au début, c'était une exhaustivité des diagnostics codés, combien on avait, il fallait être à plus de 95% de DP remplis. Derrière, là, en 2024, arrive la durée de passage des personnes âgées. Enfin, il y a des marches d'escalier qui montent chaque année. Ok, bon, Eh écoutez, bien, s'il n'y a plus d'autres questions, on continue. Donc je reprends la main, voilà. Donc on a décidé aussi de profiter de ce webinaire pour faire un petit peu le point au-delà du module qualité qui était vraiment le centre de ce webinaire, de vous informer là-dessus parce que c'est un problème, enfin c'est quelque chose qui est majeur, qui va vous aider à piloter vos données. De faire un petit point effectivement sur les actualités de l'ORU et les choses à venir au niveau RPU. Donc au niveau des actualités de l'ORU, donc vous attendez tous probablement vos rapports quadrimestriels et du coup aussi le rapport annuel de 2023. Donc on est en train de les finaliser, on est en train de récupérer les données RPU consolidées du mois de décembre et donc normalement en courant du mois de février, vous devriez recevoir votre rapport quadrimestriel donc du troisième quadrimestre.
ainsi que le rapport annuel 2023 qui va permettre de faire un peu la synthèse de vos données et d'avoir les tableaux que vous connaissez, les informations, le petit descriptif de votre établissement de façon synthétique et les données plus fines que vous trouvez au niveau des rapports. Au niveau de ces rapports, du coup, vous avez dû voir apparaître il n'y a pas longtemps, c'était sur le dernier quadrimestre, des données cartographiques. On a décidé d'avancer un petit peu là-dessus. Je vais vous les expliquer parce qu'effectivement, elles n'étaient pas forcément très faciles à interpréter. Il y a donc 2 cartes qui apparaissent. Il y a le bassin d'influence de votre établissement. Donc là, on a pris le modèle de Bourg-en-Bresse, où donc effectivement, vous avez votre établissement qui est centré sur votre commune. Vous avez ici, vous voyez un petit peu en bleu clair, un isochron de 30 minutes. Alors sur le rapport quadrimestriel précédent, il était mis à 90 minutes, mais ce qui fait que dans certaines, régions, on ne le voyait pas apparaître parce qu'il englobait toute la carte. Donc là, on l'a réduit à 30 minutes, donc c'est effectivement, la distance en temps, des différentes communes et des différentes zones d'influence de votre établissement. Donc là, bah, vous voyez, pour ceux qui connaissent pas trop la région, on voit bien qu'il y a une autoroute entre Mâcon et Bourg-en-Bresse. Voilà, c'est pour ça que la zone s'étend et ensuite, vous avez toutes les communes, enfin, vous avez différentes communes qui apparaissent avec un trait qui représente le nombre de passages par code postal. Donc effectivement, on voit que, sur le bassin de Lyon, effectivement, l'établissement de Bourg-en-Bresse reçoit entre une trentaine et 120, patients, sur le quadrimestre qui viennent de là et donc plus le trait est épais, plus effectivement la commune envoie de patients au niveau de l'établissement. Le choix des communes qui est affiché, c'est un petit peu complexe, mais pour ceux que ça intéresse, on a regardé, la moyenne de toutes les communes qui envoient des patients au niveau de l'établissement et on prend toutes les communes qui sont au moins égales à cette moyenne. Sachant que la distribution, des transports est pas une courbe de Gauss, c'est-à-dire que vous n'avez pas la moyenne au milieu, puis 50 des communes d'un côté, 50 de l'autre. En prenant la moyenne, on est à 90 à peu près des communes qui envoient, des patients au niveau de votre établissement. Donc clairement, c'est la zone d'influence de votre établissement, quoi. C'est les 90 de communes les plus importantes au niveau du recrutement de votre établissement. Donc ça permet de voir un petit peu, d'où viennent vos patients, quel est le recrutement et comment, s'organisent les trajectoires de vos patients sur l'établissement. Et donc la deuxième carte, c'est la zone de recours pour 1000 habitants. Donc là, c'est un taux de recours par, commune. Donc on prend chaque commune et vous avez, le nombre de passages pour 1000 habitants au sein de la commune. Donc on voit assez logiquement que plus vous êtes proche de la commune de votre établissement, plus, le recours est important. C'est-à-dire qu'effectivement, là, sur cette partie-là, on n'est pas très loin de Mâcon, donc il y a effectivement des patients qui viennent sur l'hôpital de Bourg-en-Bresse, mais probablement, ils vont quand même plutôt sur la commune de Mâcon. Et là, on voit aussi une problématique de codage et de remontée de nos RPU. La commune de Bourg-en-Bresse n'apparaît pas dans mon établissement à Bourg-en-Bresse, probablement parce qu'on a un souci de code postal sur la commune de Bourg-en-Bresse, c'est un problème de remontée de RPU. Parce qu'effectivement, j'imagine mal la commune de Bourg-en-Bresse ne pas envoyer de patients sur l'établissement de Bourg-en-Bresse. Donc ça permet aussi de voir que voilà, on a probablement un problème de codage. Là, non seulement on a un problème de codage sur les données, mais en plus on sait quelle est la commune qui est problématique. Donc là, moi, ça va me permettre d'aller voir mon service informatique pour voir avec eux qu'est-ce qui se passe et pourquoi les patients de la commune de Bourg-en-Bresse ne remontent pas dans nos RPU en termes de code postal. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur les cartographies? Soit c'est clair, soit c'est tellement obscur, vous n'osez pas poser de questions. Après voilà, c'est quelque chose qu'on a trouvé assez intéressant à représenter. Pareil, hein, si vous avez des questions qui viennent a posteriori, des problèmes de compréhension, vous verrez à la fin du diaporama, il y a les contacts mails, il ne faut pas hésiter à nous rappeler, on peut vous accompagner par rapport à ça. L'autre Moi, actualité, je trouve ça, juste pour réagir sur sur les cartos, enfin, moi, je trouve ça très intéressant, hein. Ça permet de voir réellement nos bassins d'influence et nos zones de recours sur nos établissements respectifs. Et c'est assez intéressant, hein, de voir où vont nos patients et quelles stratégies mettre en place autour de ça. Enfin, bien sûr, il a été fait des choix et peut-être qu'il y a nos amis de l'arc alpin connectés. En fait, hein, c'est sûr qu'on a exclu toute la population en fait qui venait, on va dire touristique, parce que sinon ça aurait fait des traits qui n'en finissaient plus et oui, il a fallu faire c'est des vrai que choix bien entendu, donc voilà. c'est vrai que j'ai oublié de préciser qu'au-delà du fait qu'on a pris toutes les communes qui envoyaient, plus de la moyenne, de l'établissement, on a exclu toutes les communes à plus d'1h30 de l'établissement, considérant que c'était, soit des résidences secondaires ou effectivement pour les zones touristiques, enfin on n'est pas faire des treks aller jusqu'à Paris pour tous les Parisiens qui vont prendre leurs vacances, dans les Alpes et qui représentent, sur certaines périodes, un volume de patients non nul, sur les établissements de l'arc alpin.
On a une question, Patrice, sur la conversation. Je l'ai vu passer. Hop, hop, hop. Continuons de recevoir par mail de façon périodique. Alors, s'il n'y a pas de souci sur vos mails, parce qu'on s'est aperçu effectivement que certaines personnes ne recevaient pas les mails, normalement, quand les rapports sont émis, ils sont effectivement envoyés, normalement, direction, chef de service et cadre de santé de chaque structure d'urgence. Donc voilà, si vous ne l'avez pas, alors je sais que au niveau des chefs de service, un peu au niveau des cadres, encore plus. Il y a des turnovers sur lesquels on n'est pas forcément au courant, donc on n'a pas toujours les bons contacts. Donc si vous avez pas reçu les infos, que vous avez un doute, normalement, on a essayé d'avoir les boîtes mail génériques des directions, donc éventuellement vous demandez à la direction s'ils l'ont reçu. Sinon, même chose, vous nous faites un mail et on pourra vous envoyer votre rapport et voir si vous avez oublié qu'il y a celui d'avant, vous l'avez pas reçu. On peut aussi vous envoyer le rapport du quadrimestre précédent, vous faire le point s'il y a eu un changement de cadre et que vous n'avez pas les à l'antériorité parce que votre collègue précédent vous avez pas laissé les données, les avez pas sauvegardées, et cetera, on peut tout à fait vous les renvoyer. Donc l'autre actualité, vous avez été sollicité, sur le mois de novembre pour, remplir à nouveau pardon. Une autre question, c'est dans les SAMU, il existe une cartographie précise comme chez les pompiers? Heu, alors je sais pas de quelle question vous parlez, mais effectivement sur les SAMU, on n'a pas de données qui remontent, donc on a peu d'infos par rapport à ça. Éventuellement, je vous invite éventuellement à vous faire un si vous avez besoin d'échanger sur le problème, nous faire un En mail et puis on fait, prend contact directement avec vous. ouais, la question est large et en fait, la cartographie, on peut l'imaginer sur les appels, mais aussi sur les sorties SMUR. Donc, si vous précisez la question, on pourra peut-être y répondre. Sur les appels, on n'a rien du tout. Sur le SMUR, ben, on a un système d'information aujourd'hui qui est mis en place, qui est le SMUR régional. Et demain, on pourra faire des zones d'attractivité, oui, quand on aura compilé les zones et qu'on sera capable de faire les analyses de ces données, on sera capable de faire pareil, la même chose des secteurs d'attractivité, voire même après plusieurs années de recul, dire c'est quel SMUR est le plus pertinent sur tel secteur, avec des données de la vraie vie. Sachant qu'on attend toujours, mais que devraient se mettre en place aussi des équivalents de résumés de passage pour les dossiers de régulation et pour les sorties SMUR, donc c'est des choses qui pourraient le faire. Et concernant la sectorisation, alors la sectorisation, elle existe sur les SMUR, entre guillemets, parce que les communes sont rattachées à un SMUR de première intention, deuxième intention. Sinon, la sectorisation concernant la médecine d'urgence, officiellement n'existe pas, n'existe que pour la psychiatrie. Et ça, effectivement, c'est des questions, plutôt portées par les ARS sur les choses là. Effectivement, quand on vous présente, nous, les données de cartographie, on ne parle pas de sectorisation, on parle bien de votre bassin d'influence, mais ça ne renvoie pas à une sectorisation ou quoi que ce soit. Ouais, ouais, oui, en l'occurrence sur les urgences, sinon l'arc alpin refuserait tous les touristes en disant qu'ils ne sont pas au bon endroit. Donc du coup, c'est pas l'objectif. Donc il n'y a pas réellement de sectorisation sur les urgences. Sur les SMUR, normalement, c'est le plus à même et le plus. Enfin, si un SMUR est occupé, on peut bien faire appel à un SMUR voisin pour venir intervenir. Il n'y a pas vraiment de sectorisation. Comme le disait Patrice, c'est le premier intervenant, le deuxième intervenant. Donc du coup, sur les nouveautés, les actualités au niveau d'Observatoire, donc vous avez été sollicité au mois de novembre pour, renouveler l'enquête sur les effectifs. Alors pour mémoire, on vous avait déjà sollicité en fin 2022 pour faire un point sur une enquête sur les effectifs. À l'époque, en 2022, c'était une demande nationale portée par la Fédération des ORU, à laquelle on s'était associé, qu'on a trouvé relativement intéressante et qu'on a décidé de reproduire cette année. Donc effectivement, elle a été faite a priori concernant notre région. Alors peut-être d'autres ORU l'ont menée, mais on n'est pas au courant. En tout cas, ce n'était pas coordonné. C'est vraiment une démarche propre au niveau du réseau Urgara, effectivement, pour faire un peu le point. Un an après, comment évoluent les effectifs, comment évolue la charge de travail, et cetera, comment évoluent les organisations au niveau des services d'urgence, parce qu'effectivement, depuis les dernières, on a vu les fermetures, les réorientations, donc il y a plein de choses qui sont nouvelles et qu'on souhaite nous pouvoir analyser et interpréter au regard des RPU que vous remontez pour effectivement essayer de continuer à maintenir notre mission, régionale au niveau des urgences de pilotage et de supervision un petit peu d'activité globale, de la région. Donc, les données ont été remontées. Alors, on a une très, 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 très bon retour cette année. On va remercier les établissements. Donc, effectivement, on a eu 74 services répondants qui, de mémoire, représentent plutôt 72 établissements sur 82 attendus. On a 8 ou 9 établissements qui n'ont pas pu compléter les données, ce qui est beaucoup mieux que les dernières, comme vous pouvez le voir.
J'ai pas la répartition exacte parce qu'on vient de boucler les données fin de semaine dernière, donc j'ai pas la répartition sur les passages pédiatriques ou la volumétrie des établissements, mais bon, on est à plus de 85 de retours d'établissement, donc on a des données qui sont relativement intéressantes. Elles vont être publiées logiquement pour mars. Alors pour ceux qui avaient reçu récemment l'analyse des données de l'année précédente, pareil, on fait un petit point méthodo, statistique sur la représentation des graphiques que vous aviez, là, le graphique qui est sur la droite, où effectivement, on avait souhaité représenter la charge de travail par soignant et son impact sur la durée de passage. Donc effectivement, c'est le nombre de patients présents par infirmier d'admission. C'est-à-dire quand le patient rentre, combien de patients, sont présents rapportés au nombre d'infirmiers? C'est-à-dire que vous avez 2 infirmiers dans le service. Si vous avez entre 0 et 10 patients, et ben, vous avez entre 0 et 5 patients par infirmier présent, et cetera. Et du coup, on représente les données. Donc, quand il y a de 0 à 5 patients par IDE, quand il y a 5 à 6 patients par IDE, 6 à 7 ou 7 à 16 qui était le maximum de cet établissement. Effectivement, on voit du coup la durée de passage représentée par cette fameuse boîte à moustaches. En rouge, c'était l'établissement et en bleu, c'est les autres établissements comparables. Donc, c'est les mêmes systèmes de comparaison que sur les données des rapports quadrimestriels, c'est-à-dire par volumétrie de passage de votre établissement. Moins de 20 000, 20 à 30, 30 à 50, les plus de 50 et les établissements pédiatriques. Cette boîte à moustaches, elle se lit comment? Le gros trait au milieu, c'est la médiane, c'est-à-dire la durée de passage pour 50%. Donc si on considère que les patients qui sont rentrés là, la moitié avait une durée de passage à plus de 200 et quelques minutes et l'autre moitié avait une durée de passage à moins de 200 et quelques minutes. Et ensuite, vous avez sur la grosse partie de cette boîte à moustaches, le premier et le deuxième quartile, c'est-à-dire les 25% et les 75%. Donc là, 25% des patients dans cette charge de travail avaient une durée de passage inférieure à peu près 150 minutes et 25% avaient une durée de passage supérieure à 300-350 minutes. Et en haut, en bas, c'était les différents extrêmes. Donc, le premier, il avait un temps de passage nul, donc c'est probablement un patient réorienté ou un patient vraiment vu très très vite. Et le patient qui était resté le plus long était resté effectivement 700 minutes. Donc voilà comment ça se lit. C'est la médiane, donc la, la durée pour laquelle la moitié des patients restent plus et la moitié des patients restent moins, le premier 25%, le dernier 25% et les maximums. Donc ça permet de représenter graphiquement un petit peu la distribution de votre activité, de comparer effectivement par rapport à la moyenne comment évoluent les choses. Voilà, et donc ça nous a permis effectivement de voir que sur cet établissement, la charge effectivement impacte, la charge par infirmier impactait peu la durée de passage dans les médianes et moyennes, même si on voit une discrète progression. Par contre, effectivement, des extrêmes qui montent de plus en plus. Voilà. Donc, je ne sais Juste, pas si vous avez des questions sur l'enquête. ouais, on a choisi de vous faire juste une parenthèse sur la boîte à moustaches parce qu'on a eu beaucoup de questions sur le sujet. Donc, c'est pour ça qu'on se permet de juste rappeler comment ça a été fait. Merci à tous les établissements sur cette enquête de nous aider à répondre. C'est quelque chose qu'on va faire de façon annuelle et avoir un vrai suivi sur l'évolution et de nos passages et de nos effectifs en région. Ça permet d'avoir des indicateurs de suivi qui seront voilà, pertinents. Et puis on voit bien que les établissements répondent et que c'est des sujets intéressants de voir les ratios charges de patients présents versus nombre de soignants présents. C'est vraiment l'objectif de ce travail, ça permet d'évaluer les charges et de se comparer parfois et voir comment font les autres établissements. Est-ce que vous avez des questions sur ces thématiques? On pourrait rajouter le BJML qui va vous être transmis en février également. Donc ça va vous faire pas mal de choses qui vont vous être transmis, le rapport quadrimestriel du dernier quadrimestre, le rapport annuel, il l'a dit, Patrice, le panorama des effectifs et vous aurez bien entendu le BJML. S'il n'y a pas de questions, on enchaîne. Très bien. Du coup, Abdel, c'est à toi. Le RPUV3. Très bien, le RPUV3. Ça fait de longues années qu'on en parle. Il semblerait bientôt voir le jour. Donc, il va faire suite. D'abord, il va avoir un décret qui devrait apparaître cette année qui s'appelle le RPIS, le résumé de patient intervention SMUR,
qui va venir entériner un nombre de variables que devra remonter chaque SMUR de notre région et de France entière d'ailleurs, un peu comme le RPU, mais ça sera pour les SMUR. Alors, fort heureusement, nous avons anticipé tout ça au niveau régional avec notre SI SMUR et ça ne changera rien du tout pour nos praticiens demain qui utiliseront l'outil puisque la transmission sera faite de façon automatique comme sur leur logiciel d'urgence. Ça pose de vraies questions et de vraies problématiques, et ça c'est une parenthèse pour les autres régions qui n'ont pas mis en place ce genre de système d'information, puisqu'ils se retrouvent en difficulté où ils vont devoir faire de la remontée manuelle avec des secrétaires qui reprennent les interventions et qui remplissent les variables. Voilà. Et à la suite de ce décret RPIS, le deuxième qui devrait suivre, c'est le RPUV3, et on trouvait bon lors de ces échanges de vous signaler que ça va arriver et de vous dire un peu où ça va bouger. Donc, slide d'après. Donc, le RPV3 dans le parcours patient. Donc, voilà, le patient, il arrive, il y a l'accueil et l'inscription du patient quand il arrive sur la porte des urgences. Aujourd'hui, on a le mode d'entrée, date et heure d'entrée qui arrive. Et demain, il y aura un identifiant NIR qui sera rajouté. Parce que dans la logique nationale, il y a l'idée en fait de tout chaîner. En fait, c'est pareil pour le SI SMUR. On va essayer de récupérer et retransmettre les données au DIM des établissements pour faire l'identifiant NIR des patients, des interventions SMUR. Et l'idée, c'est de chaîner un parcours patient qui soit complet du SMUR aux urgences et bien entendu dans les services au travers de cet identifiant. Donc, ça serait la nouveauté du RPUV3. C'est comme ça que ça a été vu au niveau national. Ensuite, toujours dans le parcours patient, notre patient arrive au triage UA. Et là, en fait, pour l'instant, normalement, c'est le motif de recours. Alors, c'est une donnée qui est très, très mal renseignée dans nos bases de données, mais il y aura également le menu circonstances et échelle de tri qui vont apparaître. Vous savez très bien, aujourd'hui, on évalue la gravité des patients qui arrivent sur les urgences via la CCMU et tous les professionnels de santé le disent, la CCMU, c'est un très mauvais outil en plus qu'on code à la fin de notre prise en charge et qui ne nous donne pas vraiment un niveau de gravité. L'avantage de ce RPUV3, c'est qu'on pourra, avec l'échelle de tri, avec le menu circonstances, avoir une gravité et évaluer la gravité des patients de façon beaucoup plus précise. Ensuite, notre patient continue son parcours et arrive sur une prise en charge médicale. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est tagué là-dessus et il y aura un eurodatage de cette prise en charge médicale sur le RPUV3. Puis ensuite, une prise en charge médicale avec, pareil, un eurodatage qui sera rajouté sur cette prise en charge médicale. Ensuite, toujours dans notre parcours de soins, le patient arrivera à la fin de sa prise en charge avec aujourd'hui ce qui nous est transmis, donc le DP et la CCMU. Et si tu avances encore, Patrice, la sortie du patient, où là, en fait, on aura dans l'orientation l'UHCD qui sera présente et qui fera partie du séjour aux urgences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle sera dans le RPU. L'idée, c'est d'avoir une visualisation de tous les UHC des couloirs qui existent dans nos établissements, même si aujourd'hui, la volonté de la DGOS a été de diminuer et de diviser par 2 le financement d'un séjour en UHCD. Pour rappel, il était de 500 € il y a 2 ans. Aujourd'hui, il est à moins de 250 € globalement, c'est la dévalorisation de ce passage UHCD. C'est pour pas que les patients traînent pendant plusieurs jours, puisque c'est des séjours qui coûtent de l'argent à l'établissement. Et l'idée, c'est que ces 250 € qui ont été enlevés ont été basculés sur la dotation populationnelle. Voilà. Et le mode de transport pour le retour et bien entendu la date et heure de sortie du SU. Voilà comment sera le RPUV3, a priori, s'il n'y a pas d'autres changements. C'est ce qui est discuté au niveau national. Mais voilà tout ce qui devrait figurer dans ce RPUV3. Et vous voyez très bien qu'il va être beaucoup plus descriptif sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon service d'urgence sur les prises en charge des patients. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet ?
On vous a remis les contacts, hein, si vous avez des questions qui vous viendraient par la suite ou des besoins d'échanger sur n'importe quoi. On est bien entendu là et disponible et à votre disposition à semer de contact. Voilà, puis vous avez dû noter qu'effectivement, on avait enregistré ce webinaire. Alors, vous avez vu qu'il y avait 3 webinaires. Entre guillemets, le meilleur des webinaires, on verra dans lequel on était le plus performant, sera remis en disposition si vous voulez reconsulter a posteriori. Normalement, on devrait vous mettre aussi le diaporama contact et on verra peut-être pour construire une petite section questions-réponses issue des questions qui auraient été posées lors des différents webinaires, effectivement, pour à ce moment-là vous faire un petit rappel et répondre aux questions les plus courantes qui pourraient venir. Bon, s'il n'y a pas de questions, ben, on vous remercie tous et en plus on tient le timing puisqu'on a 1 heure Vous avez tous été brillants. de présentation. N'hésitez pas à revenir vers nous pour des questions ou si vous avez besoin d'aide, tout simplement sur la qualité de vos transmissions. On sera bien entendu là et on est là pour ça, pour vous accompagner, pour vous aider s'il y a besoin. Juste, je rajoute Merci juste à tous. en conclusion, Vas-y, Hervé, ouais, pardon. s'il y a des questions aussi sur le portail e-cerveau, l'adresse de contact, c'est cerveau@santé-ara.fr. Je vois qu'on a oublié de la mettre dans la slide de conclusion, mais s'il y a des questions par rapport au module qualité notamment, sur lequel on a quand même passé rapidement, qu'ils n'hésitent pas à revenir vers nous, quoi. Mais moi, de toute façon, l'adresse, elle est présente sur le portail e-cerveau quand on y est. De toute façon, je crois que le contact, il y est. Mais ouais, tu as raison, on va la rajouter pour les prochains. Voilà, c'est tout. Et j'ai déjà eu des demandes d'inscription donc pendant le webinaire, donc c'est parfait. C'est concluant. Merci à tous. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir.